Depuis 1990, nous avions connu le multipartisme. Comment évaluez-vous la démocratie béninoise depuis la réduction des partis politiques? Nous ne pouvons pas envisager la transformation de notre pays sans faire des réformes politiques importantes. Aujourd'hui, il a invité ces partis politiques qui ressemblaient à des clubs électoraux, à des boutiques politiques. Il a invité tous ces partis à faire ensemble. Le Bénin devient un foyer. Le foyer, non pas le foyer du panafricanisme, du vacarme, des hurlements, comme on voit dans d'autres pays, mais il s'agit du panafricanisme cohérent. Il faut d'abord dire merci pour attendre que nous puissions avoir des améliorations. Il ne faut pas être tout le temps dans des critiques acerbes. Depuis son indépendance en 1960, le Bénin a traversé des périodes contrastées, oscillant entre espoir, rupture, réforme et reconstruction. De Dahomey à la République du Bénin, le pays a vu défiler des régimes, expérimenter divers modèles économiques, tout en consolidant au fil du temps les bases d'un développement plus structuré. Aujourd'hui, le Bénin s'affirme comme un État en mutation qui capitalise sur ses acquis pour bâtir un avenir plus inclusif et prospère. Pour mieux comprendre cette trajectoire, ces tournants décisifs et ces défis persistants, nous donnons la parole à un personnage clé, témoin de cette évolution. Bonjour, Monsieur Agnoro, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Barel. Je me nomme Essotike Juste Agnoro et je suis un acteur politique. Je suis membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Mais avant, j'ai eu un parcours. Diplômé de philosophie, culture, langue et société de l'Université de Strasbourg. J'ai été à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pendant 5 ans en tant que chargé de mission du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Quelle histoire retenez-vous de l'indépendance en 1960? C'est une histoire riche. Le Bénin a une histoire marquée par des moments de grands soubresauts. Et nous pouvons compartimenter l'histoire politique du Bénin de 1960 jusqu'à maintenant en 3 séquences. Il y a le temps de l'instabilité politique, le temps du régime militaire marxiste et le temps du renouveau démocratique. Mais moi, j'ose ajouter une 4e séquence que nous sommes en train de vivre avec intensité, c'est le temps du développement. Et nous voyons bien que le Bénin est marqué par de grandes convulsions politiques. Et si vous le permettez, on peut discuter des différents temps qui ont marqué l'histoire politique du Bénin. Eh bien, j'allais poser cette question. Comment décririez-vous l'évolution politique du Bénin de 1960 à aujourd'hui? Comme je le disais tout à l'heure, nous avons eu le temps de l'instabilité politique. Mais pour en parler, il est important de dire que nous avons acquis notre indépendance le 1er août 1960 avec le président Hubert Maga. Le président Hubert Maga a conduit le Bénin jusqu'en 1963. Et nous avons eu, hélas, un coup d'État orchestré par le colonel Christophe Soglo en 1963, plus précisément le 28 octobre 1963. Nous avons assisté à d'autres coups d'État, des coups d'État menés par le commandant Maurice Kouandété. Et lorsque ces coups d'État sont opérés, il y avait comme un désir au niveau des putschistes de confier l'autorité, la gestion du pays à des civils. Ce qui fait que on a eu Sourou Migan à Piti qui a eu à gérer le pays avec Justin Aromadegbe. Nous avons eu aussi le président
de l'Assemblée nationale, Taïrou Kongaku. Nous avons eu Émile Derlin Zissou. Nous avons assisté à ces différents moments de balbutiement dans notre histoire. Nous avons assisté à ça jusqu'en 1970, où les militaires ont compris que oui, il faut confier vraiment le pays aux civils. Ils ont voulu se retirer de tout ce qui concerne l'exécutif. Et on a eu un triumvirat. Souroumigan, Akwiti, Hubert Maga, ils sont revenus sur la scène et ils ont voulu faire une plaque tournante par rapport à la gestion du pays. Et nous avons vu que ce triumvirat, à un moment donné, a posé problème. Et le 26 octobre 1972, nous avons vu le chef de bataillon, Mathieu Kérékou, qui vient pour le coup d'État, pour que ce pays soit géré sous l'idéologie marxiste-léniniste. Et ça, nous l'avons vécu quand même de 1972 à 1990. Nous avons choisi de parler de la République populaire du Bénin en 1975 et donc pendant 18 ans, nous avons eu donc le temps militaro-marxiste au Bénin avec le président Mathieu Kérékou. Donc ce temps a été marqué par une grande idéologie, une idéologie qui nous a fait parler de la révolution au Bénin et cela a été conduit vraiment avec beaucoup de force. On a eu des exilés, on a eu des emprisonnements pendant cette période. Mais en 1980, nous avons connu un moment très difficile et l'État n'arrivait pas à payer les salaires. Il y avait de la concussion, il y avait de l'impéritie au niveau de notre pays et cela a créé des soulèvements. Et ces soulèvements nous ont conduits à pouvoir envisager la conférence nationale au niveau du Bénin qui a eu lieu du 19 au 28 février 1990. Et après ça, nous sommes allés vers le renouveau démocratique et ce renouveau démocratique constitue donc la troisième séquence de notre histoire au Bénin. Donc, pendant ce renouveau démocratique, nous avons eu l'élection du président Nicéphore Soglo en 1991 et cela a donné lieu au libéralisme économique et politique. Et le président Nicéphore Soglo a géré le pays jusqu'en 1996. Et les Béninois, comme ils s'y prennent toujours en politique, ont fait revenir le président Mathieu Kérékou en 1996. Et le président Mathieu Kérékou est venu non pas pour instaurer encore le régime marxiste, le régime autocratique, il est venu pour suivre les normes liées à la démocratie. Il a prôné la concorde, il a prôné la paix, donc de 1996 à 2006. Il a fait 2 mandats et en 2006, nous avons vu comme une génération spontanée l'arrivée du président Boni Yayi. Boni Yayi qui a eu à gérer notre pays de 2006 à 2016. En 2016, nous avons vu l'avènement du président Patrice Talon de 2016 jusqu'à ce jour. Et nous continuons de suivre. Donc, ce sont les différents moments qui ont pu marquer l'histoire du Bénin. Je n'ai pas pu être exhaustif, mais ce sont les instants majeurs qui ont marqué l'histoire du Bénin jusqu'à maintenant. Depuis 1990, nous avions connu le multipartisme. Comment évaluez-vous la démocratie béninoise depuis la réduction des partis politiques? Oui, nous avions environ 200 partis, mais aujourd'hui, nous en comptions une douzaine. Et il y a eu donc la réforme du système partisan. Nous savons qu'avec le régime de la rupture, le régime du président Patrice Talon, nous avons parlé du nouveau départ en 2016. En 2021, nous avons dit le développement, ça y est. Et lorsque je parlais des séquences, j'ai dit que j'allais ajouter un compartiment, le compartiment du développement. Alors,
nous ne pouvons pas envisager la transformation de notre pays sans faire des réformes politiques importantes. Et c'est ce à quoi le président Patrice Talon s'est attelé. Et ces réformes politiques, la réforme du système partisan, constitue ce que beaucoup d'hommes politiques appellent la réforme des réformes. Aujourd'hui, il a invité ces partis politiques qui ressemblaient à des clubs électoraux, à des boutiques politiques. Il a invité tous ces partis à faire ensemble. Et c'est cela qui a conduit donc à une douzaine de partis politiques aujourd'hui. Donc, il y a ce désir d'unité. Mais ce désir d'unité nous renvoie aussi à l'histoire du Bénin, où nous avons connu le parti dahoméen de l'unité, le PDU, au début, en 1960. Et donc, aujourd'hui, nous revoyons cette fusion pour que les choses soient simples, afin que nous puissions aller vers un militantisme qui a une envergure nationale. C'est le but. Pouvoir diriger le pays, pouvoir conquérir le pouvoir en ayant une envergure nationale. Aujourd'hui, nous voyons l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates. Nous voyons ces partis importants du pays aller animer la vie politique sur le plan national. Avant, il s'agissait donc de cloisons familiaux. Il s'agissait donc de décisions qui ne respectaient pas tout l'enjeu national. Mais aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, nous voyons que les partis politiques sont tournés vers tout ce qui concerne la vie des populations, que ce soit Tukuntuna, que ce soit Tumi, que ce soit Wake, que ce soit à Zanyanado, que ce soit à Zé, à Cotonou. Nous voyons que les partis politiques sont invités à s'investir sur l'étendue du territoire. Donc là, il s'agit d'une réforme à saluer au niveau de notre pays, parce que nous sommes appelés aujourd'hui à accomplir un militantisme avéré. Nous voyons que des pays comme le Sénégal, des pays comme la Côte d'Ivoire avaient déjà travaillé, et dans les pays anglophones c'est encore plus fort, avaient travaillé pour que cette envergure nationale soit la respiration et la transpiration des partis politiques. Au Bénin, nous sommes en train donc de quitter les épiceries politiques pour rejoindre des partis qui ont une étendue appréciable et respectable. Donc, c'est une option qui a été faite au Bénin. C'est une option à consolider, à soutenir, à entretenir et surtout à maintenir. Le Bénin a connu plusieurs présidents depuis 1960. Quels dirigeants vous ont le plus marqué et pourquoi? Ah oui, je pense que chaque dirigeant a ses moments de triomphe, chaque dirigeant a ses moments de faille, parce que c'est au nom de l'humanité que nous dirigeons. Mais lorsque nous observons, moi, je vois que sans vouloir vilipender ou sans vouloir vitrioler un président, je vois que le président Mathieu Kérékou, avec la conférence des forces vives de la nation, le fait qu'il ait apporté la paix, le fait qu'il ait respecté ce qui a été conclu, parce qu'en définitive, la loi, c'est le respect des lois qu'on s'est prescrites. La liberté, pardon, c'est le respect des lois qu'on s'est prescrites. Je crois que le président Mathieu Kérékou a été quand même une personne importante dans notre histoire politique. Pour moi, il m'a véritablement marqué à travers tout ce qu'il a eu à faire pour la concorde, la paix, la stabilité démocratique au niveau de notre pays. Et il y a le président Talon en ce moment, qui est en train de faire un travail titanesque pour la métamorphose de notre pays, pour que notre pays soit relevé, élevé, révélé. Alors, il fait un travail impressionnant. Donc, je trouve que lui, il a apporté une nouvelle touche à la politique. La démocratie qu'on prônait, c'était peut-être le lieu où nous avions soif de liberté. Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon
nous convie non seulement à la liberté, mais aussi et surtout à la responsabilité. Et c'est cette responsabilité qui nous permet de sécréter le développement durable que nous recherchons. Donc, lorsque j'observe le landerneau politique, lorsque j'observe les séquences qui ont marqué l'histoire politique du Bénin, je retiens ces deux grandes figures. Je ne vais pas négliger le président Soglo qui est venu aussi avec des idées très intéressantes pour le développement. La méthode a peut-être été soldatesque pour ce développement, mais nous savons que chacun a fait sa part de colibri pour que le Bénin puisse triompher. Le président Talon a apporté une nouvelle touche, comme vous le dites, mais nous ne pourrions parler d'évolution politique sans parler de développement. Alors, comment percevez-vous l'évolution de l'économie béninoise depuis l'indépendance? Pendant que le président Kérékou dirigeait sur la base de la révolution, pendant qu'il y avait ce régime militaro-marxiste, nous avons constaté à un moment donné que la banqueroute nous a assaillis et des décisions ont été prises et nous sommes allés à la conférence des forces vives pour limiter les plaintes parce qu'il y avait même cessation de paiement de salaire à un moment donné. Et ça, c'est quand même chaotique lorsque nous n'arrivons pas à vivre de ce que nous faisons. Et donc, nous avons pu évoluer. Au niveau du président Soglo, nous avons vu qu'il y a eu des réajustements structurels pour pouvoir changer la donne. Mais ces réajustements ont aussi leur lot de jérémiades, leur lot de plaintes. Et c'est pour dire que il y a des idées nobles qui prévalent lorsque un dirigeant prend le commandement d'un pays, mais on peut aussi noter qu'il y a des failles. Alors, quand on évolue, on vient au niveau du président Yahibouni. Au départ, il avait une envie majestueuse de changer beaucoup de choses, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est comme une phagocytose qui est née après par rapport à son entourage et le projet de société, les ambitions ont été quelque peu ternies. Mais on peut reconnaître qu'il a pu apporter quelques changements dans notre manière de faire, dans notre manière de vivre. Et lorsque nous sommes arrivés aux élections en 2016, le programme de société du président Patrice Talon, c'est que nous allions vers un nouveau débat. Et donc en 2016, de 2016 à 2021, on a assisté à des réformes audacieuses, courageuses, et on nous a invités à une grande discipline. Et nous voyons aujourd'hui que de 2011 à 2026, nous voyons les fruits de ces réformes-là. Et la campagne de 2011 à 2026, c'est une campagne qui a été centrée sur un slogan qui est le développement, ça y est. Et aujourd'hui, nous voyons dans le pays des chantiers qui chantent, nous voyons des infrastructures de base au niveau du Bénin, parce que sans infrastructure de base, on ne peut pas envisager un développement. Aujourd'hui, nous voyons les routes. On dit qu'on ne mange pas les routes, et comme l'a dit le président, les routes au moins nous font manger. Alors, parce qu'on voit des jeunes qui travaillent sur ces chantiers-là et qui gagnent. Nous voyons que des gens, les gens qui ont eu des diplômes au niveau des BTP ont aujourd'hui beaucoup à faire dans le pays. Mais avant, comme nous assistions à la sclérose, comme il n'y avait pas d'initiative réelle par rapport aux infrastructures, nous voyons que tout cela était en hibernation. Mais aujourd'hui, on les révèle. Aujourd'hui, on voit que ces gens-là travaillent, même les dames qui vendent du haricot autour de ces chantiers-là et tout, arrivent quand même à avoir leur gagne-pain. Nous crions que le panier de la ménagère est en souffrance, mais sachons qu'en secret, il y en a qui arrivent à s'enrichir par rapport à tout ce qui est fait pour la mise en place des infrastructures. Et nous, au-delà donc de ces infrastructures physiques, nous avons aussi des infrastructures psychiques. Ça veut dire que on est en train de nous reformater sur le plan mental
pour que nous puissions adopter ce qui doit être fait pour la transformation de notre pays. Il y a des normes qui sont fixées, donc nous assistons à des lois qui sont prises au niveau de l'Assemblée nationale afin que nous puissions avoir la démarche idoine pour que notre développement soit vraiment entretenu. Donc, il y a un travail considérable qui est fait. Nous n'allons pas oublier la matérialisation de ce que j'appelle la dématérialisation. Donc, ils ont matérialisé la dématérialisation pour que la corruption puisse être chassée, pour qu'on dialogue avec nos smartphones, avec nos ordinateurs et que le trésor puisse encaisser. Et c'est ça qui favorise la présence des recettes intérieures. Et aujourd'hui, on voit notre taux de croissance avec la gestion à laquelle nous convie la rupture. Infrastructure, nous avions tous constaté les avancées majeures de ce secteur. Qu'est-ce qui reste à faire en matière de transport et d'accès à l'électricité? Oui, je comprends la question de l'électricité. Là aussi, il y a eu un travail considérable qui a été fait. Nous savions que nous assistions à des délestages sauvages par le passé, mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une amélioration avec Maria Greta, avec des centrales que nous retrouvons à Natitengu, à Pobé. Et voilà, et il y a les énergies renouvelables aussi qui s'invitent. Et nous savons qu'au niveau de l'énergie, et nous faisons un travail important. Tout n'est pas encore parfait. Alors, mais il y a eu un pas significatif qui a été réalisé par rapport à l'énergie, par rapport à tout ce qui doit être fait pour que aujourd'hui nous soyons en train de discuter. Si on avait des coupures intempestives, si on avait acheté tout le temps du carburant pour le groupe électrogène et tout, ce sont des charges énormes et cela ne rentabilise pas les entreprises. Donc, avoir de l'énergie, c'est important. Et lorsque nous voyons tout ce qui est fait dans ce sens, nous savons effectivement que nous avançons réellement vers le développement. Sans énergie, je parlais d'infrastructures de base, sans énergie, on ne peut pas aspirer à un développement cohérent. En matière de transport, oui, nous voyons que il y a aussi des efforts qui sont consentis. Bon, nous sommes habitués aux émigrants, nous sommes habitués aux motos, mais petit à petit, nous voyons qu'il y a un développement du transport en commun. Et je voudrais que cela soit accentué parce que le transport en commun, c'est la diminution de la pollution parce que nous sommes nombreux à intégrer une voiture, à intégrer un bus et cela fait que, bon, nous diminuons la pollution et nous voyons aussi qu'il y a des voitures, de petites voitures électriques que nous découvrons en ce moment et nous voyons que ces sociétés de transport se professionnalisent parce que les routes aussi sont en train de connaître vraiment un changement et cela favorise la mise en place de transports, surtout de transports en commun pour que nous puissions vaquer à nos occupations comme il se doit. Ce qui est important lorsqu'on amorce le développement, c'est la gestion du temps. Temps et développement vont ensemble parce que le gouvernement fait montre de vision par la planification et par la prévision. Et pour cela, il est important que nous puissions gérer le temps convenablement et les transports en commun, l'amélioration de la façon dont nous sommes transportés et ça devient très préoccupant, très important pour que les choses aillent bien. Mais je reconnais qu'on a encore à faire preuve d'imagination et de génie pour cela. Et les Béninois, ce sont deux atouts que les Béninois ont et je pense que nous ne pourrions qu'avancer. Quelles sont, selon vous, les grandes réussites sociales du Bénin? Et quand je parle de société, je parle d'éducation et de santé. Oui, dans le secteur de l'éducation, nous avons vu qu'il y a eu des recrutements. On ne parle plus aujourd'hui de vacataires. Il y a eu un recrutement massif au niveau du secteur de l'éducation. Je sens qu'il y a encore des grincements de dents. Il y a encore des insatisfactions. Mais comme le président Patrice Talon l'a dit, il faut d'abord dire merci pour attendre que nous puissions avoir des améliorations. Il ne faut pas être tout le temps dans des critiques acerbes alors qu'on est en train de vous apporter
quelque chose d'inédit. Alors, il a rencontré les syndicalistes par rapport à cela qui demandaient encore des avantages. Mais ces syndicalistes sont allés vers les avantages en se positionnant d'abord sur les dommages. Or, il y a eu quand même des changements. On ne parle plus de vacataires, on parle d'aspirants au métier d'enseignant. Et nous voyons que le gouvernement fait l'effort de les payer aujourd'hui sur 12 mois. Au départ, ça a commencé sur 10 mois. Et aujourd'hui, ils sont allés à 12 mois. Et il y a d'autres sollicitations qui sont faites pour une reconnaissance comme agent permanent de l'État. Mais c'est un processus qui va être amorcé sûrement parce que le dialogue social existe. Mais il y a quelque chose de significatif au niveau de l'éducation. Nous allons parler des cantines scolaires. Et cela permet de garder les enfants à l'école parce que, voilà, c'est le ventre qui est content, qui arrive, comme disent les Italiens, qui arrive à assimiler comme il se doit. C'est scientifiquement prouvé. Alors, les enfants sont aujourd'hui nourris et on prend aussi les produits chez nos agriculteurs locaux. Nous parlons du programme alimentaire mondial et le Bénin est cité comme champion par rapport aux cantines scolaires. La vice-présidente a reçu un prix à Rome où se trouve le siège du programme alimentaire mondial. Et les pays comme le Congo viennent pour apprendre de ce que nous faisons au niveau des cantines scolaires. Mais il y a aussi les agriculteurs locaux qui sont sollicités. Cela veut dire que, oui, nous consommons local pour pouvoir propulser notre économie. Nous parlons de développement et nous remarquons la place que les arts, la culture et le tourisme occupent aujourd'hui dans le développement. Quelle est selon vous la place de la culture béninoise dans le développement national? Oui, il y a Édouard Sapir, un ethnologue français, qui dit qu'il n'y a de nature que de culture. Alors, il est important que nous puissions donner de la force à notre culture et avec le régime de la rupture, la culture est fortement sollicitée pour que nous puissions montrer notre or. Je vais dire que le tourisme, la culture, c'est cela qui est notre or au Bénin. Parce que oui, on découvre aujourd'hui des ressources minières, mais pour le moment, c'est ce que nous avons, ce patrimoine immatériel que nous avons, ce patrimoine que nous valorisons. Et nous le valorisons de fort belle manière. Le Bénin devient un foyer. Le foyer, non pas le foyer du panafricanisme, du vacarme, des hurlements, comme on voit dans d'autres pays, mais il s'agit du panafricanisme cohérent, du panafricanisme stratégique. Il s'agit du panafricanisme intelligent au Bénin. Et ce qui fait la force de notre panafricanisme, c'est le silence. Le silence qui agit. Et donc, c'est cette option que nous avons faite et cela montre à quel point nous voulons faire de la culture le nœud où se retrouve l'Afrique. Et voilà. Et pour cela, le président a amorcé, il a entretenu la suppression des visas pour une grande intégration africaine et ça, c'est à saluer. Donc, ce sont des actes qui façonnent notre panafricanisme. Il ne s'agit pas de faire du bruit. Et Chinois HB nous fait savoir donc que, on n'a rien à attendre de celui qui crie. Alors, nous n'avons pas un panafricanisme qui hurle. On n'a pas un panafricanisme qui fait du bruit. Nous avons un panafricanisme intelligent, pragmatique. Et c'est dommage. Nous vivons quand même l'hydre du terrorisme au nord du Bénin. Et la visite du parc W n'est plus facile, mais nous avons eu toujours la clairvoyance, l'intelligence de ramener un peu nos atouts touristiques vers la partie méridionale du pays. J'espère que bientôt nous réussirons à pulvériser le château des terroristes pour que nous puissions continuer à travailler comme il se doit au niveau de la partie septentrionale et que nous puissions aller au parc W pour voir les animaux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais puisqu'on les a laissés, ils sont moins stressés. C'est sûr qu'on a beaucoup d'éléphantaux, beaucoup de lionceaux en ce moment et qu'en vainquant le terrorisme, nous allons retrouver ces animaux pour un tourisme responsable.
Nous le souhaitons tous, panafricanisme cohérent, panafricanisme intelligent, vous le disiez. Quel est votre message pour les générations futures à la lumière de l'histoire parcourue? Générations futures, je pense que nous devons travailler pour l'intégration africaine. Il faudrait que nous puissions comprendre, comme Kwame Nkrumah, que nous ne sommes pas africains parce que nous sommes nés en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en nous. Il faut que l'Afrique naisse en chacune et en chacun de nous. Donc, pour moi, il est important que nous puissions revivifier l'unité africaine, que ce ne soit pas un vœu pieux. C'est dommage qu'avec la création de l'AES, nous assistions donc encore à des enclos coloniaux et nous devons travailler pour l'unité. Africa must unite. Nous devons avoir des lendemains qui chantent et cela passe par un éveil de conscience, par une prise de responsabilité assidue. Eh bien, nous retenons que l'histoire du développement du Bénin de 1960 à 2025 est celle d'un pays résilient qui a su apprendre de ses expériences et s'adapter aux exigences d'un monde en constante transformation. Si les défis demeurent nombreux, les avancées sont bien réelles. Nous sommes à la fin de cet entretien. Monsieur Agnoro, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.